Bernard Kouchner, bonjour. Bonjour. Vous ne vous êtes pas exprimé publiquement depuis votre départ du gouvernement de Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, vous sortez un livre avec Adam Michnik, Mémoires croisées aux éditions Alary. Pourquoi vous êtes imposé ce silence depuis si longtemps ? Ça n'a aucun rapport. Je ne suis pas du genre à me plaindre et à faire du people et à raconter comment Sarkozy se lavait les dents le matin. Donc, ma position était claire. J'avais accepté, ainsi que 5 autres socialistes, enfin, il y avait 6 personnes de gauche dans ce gouvernement, et j'en étais ravi parce que je continue de penser, je pensais à ce moment-là, qu'aucune réforme majeure ne se fera dans ce pays, la France, le nôtre, sans l'alliance de la gauche et de la droite. Pas de l'extrême gauche et de l'extrême droite, de la gauche et de la droite, et pas pour les faire disparaître, sur un programme de réforme précis. J'avais écrit un livre à ce propos, qui s'appelait « 2 ou 3 choses que je sais de nous », et je disais très clairement, si on me proposait un gouvernement d'unité nationale, je l'accepterais, je l'ai accepté. Ça a très bien marché, qu'à un cas, comme tous les gouvernements, c'est difficile, le président, le Premier ministre, les ministres, la conjoncture, les Français, mais je pense que c'était bien pendant 2 ans, et après, les choses se sont dégradées. Et puis, il y a eu le discours de Grenoble, et j'ai là envoyé une lettre au président Sarkozy pour lui dire, voilà, l'ouverture est finie. Et je suis parti sans éclat, j'avais dit que j'attendrais qu'il remanie, etc. Voilà. Mais ça n'a rien à voir avec ce livre. Je me suis imposé le silence parce que c'est pas mon genre. Non, mais vous faites quand même un bilan de votre parcours et vous évoquez des sujets d'actualité dont on va parler. Vous vous définissez d'ailleurs, comme Adam Michnik, comme un pessimiste actif. C'est ce qui vous réunit tous les deux. Qu'est-ce qu'il faut faire, Bernard Kouchner, devant ce massacre barbare en Algérie de cet homme, Hervé Gourdel, qui faisait innocemment de l'alpinisme ? Alors, il y a eu un effroi dans tout le pays. Quelqu'un a proposé d'ailleurs sur Internet hier qu'il y ait une minute de silence dans l'ensemble du pays. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est bien, et il faut s'indigner de cette barbarie, et que M. Gourdel est une victime de cette violence inqualifiable. Mais les indignations situées ne me plaisent pas. Les grandes victimes de l'islamisme sont des islams différents, parfois démocrates, mais c'est eux qui meurent en ce moment. Il y a 200 000 morts au moins en Syrie, il y en a sans doute autant, sinon plus, en Irak. Il faut s'indigner de tout ça. C'est pas que je ne sois pas de cœur avec la famille de M. Gourdel, Hervé Gourdel, et je trouve que les manifestations en ce moment sont tout à fait légitimes. Mais voilà, je sais depuis des années que nous sommes en guerre contre l'islamisme, pas contre l'islam, contre l'islamisme. Et que les partisans, enfin les gens de religion musulmane, se taisaient en majorité et n'osaient pas dénoncer les excès barbares et la boucherie que comportait le terrorisme. Maintenant, c'est le seul élément positif, parce que le reste est vraiment très sombre. Maintenant, je crois que se réveillent un certain nombre de musulmans qui se rendent compte que non seulement on dénature leur religion, acceptons-le, mais aussi qu'ils sont les premiers menacés. Et j'espère qu'à la faveur de cette guerre que nous menons, car c'est une guerre que nous menons, avec un certain nombre de pays musulmans aussi, les pays de la Ligue arabe, se réveillera, et se réveille déjà timidement, un certain nombre de sunnites qui au début avaient accepté, peut-être par terreur seulement, d'être avec ou de rester aux côtés de l'État islamique, et qui maintenant vont se rendre compte que c'est un combat pour eux très négatif et probablement très dangereux. J'espère, j'en sais rien, je crois.
Alors, ce qui se passe en Irak, est-ce que vous êtes en phase avec François Hollande en chef de guerre? Est-ce qu'il fait ce qu'il faut ou est-ce qu'il faut aller plus loin que les bombardements aériens? Nous verrons. Je pense que les bombardements aériens ne suffiront pas complètement, qu'en réalité, ce sont les musulmans qui vaincront, je l'espère, qui vaincront l'État islamique. Mais pour le moment, je suis en phase complète avec ce que fait la France, avec les paroles, très belles paroles prononcées à New York par François Hollande. Et je trouve rassurante la position de l'Assemblée nationale et le fait qu'il y ait une unité entre la gauche et la droite, ce dont je parlais tout à l'heure. C'est peut-être pas la peine d'attendre la guerre pour ça, mais en tout cas, dans la guerre, malgré des voix discordantes, ceux qui veulent jamais se battre et qui sont d'ailleurs extrêmement bizarres, et qui pensent que nous avons déclenché la guerre, je crois que l'unité est faite. Je crois que c'est un petit progrès, même un grand progrès. Maintenant, est-ce que suffiront les frappes aériennes? Je ne le crois pas. C'est très très grave. C'est un monde nouveau qui vient. Et les lignes coloniales que nous avions tracées, les Français, les Anglais, majoritairement, d'autres aussi, ne vont pas tenir. Alors comment va se recomposer le Moyen-Orient? C'est très difficile à dire. Nous ne sommes pas en Europe où, lorsqu'on veut être indépendant, créer un État, comme l'Écosse, on vote et on est battu. Comme demain, peut-être, le référendum, bien qu'anticonstitutionnel, se fera avec la Catalogne. J'en sais rien. Je ne sais pas comment l'État ou les États ou quelque chose qui les relierait vont être disposés au Moyen-Orient. Mais ça va changer. Les lignes sont brisées. L'Irak existe-t-elle encore ou existe-t-il encore? Je ne crois pas. Est-ce que la Syrie s'en sortira? Je ne crois pas. Est-ce que les Turcs vont préciser leur position? Je l'espère. Dans quel sens? J'en sais rien. Le jeu est bizarre. Enfin, bizarre et dangereux. Mais quand vous dites les opérations, les bombardements aériens ne suffiront peut-être pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire une opération terrestre et une opération terrestre des Américains, des Français, où il faut que ce soit les pays musulmans ou éventuellement les Irakiens qui s'y coltinent? Ah bah ce serait beaucoup mieux que ce soit eux-mêmes, ça les concerne au premier chef et pas nous. Je ne sais pas, mais les bombardements aériens sont-ils capables de venir à bout d'une résistance ou d'un mouvement relativement populaire? Je ne le crois pas. Voilà, donc je ne sais pas. Opération à terre, la France a affirmé qu'elle n'en ferait pas. Nous en sommes là pour le moment. Mais la France n'est qu'une part de la coalition. Il y a maintenant au moins 43 pays, puisque le Danemark, la Belgique, l'Angleterre ont rejoint la coalition. Et puis vous voyez bien qu'aujourd'hui, les avions des pays du Golfe, de l'Arabie Saoudite, etc., participent aux frappes avec les avions américains et français. Tout ça fait que les ennemis de ce mouvement disent « nous sommes à la remorque des Américains ». Vous savez, les Français, c'est toujours comme ça. Ils sont là, ils critiquent toujours les Américains par avance. Ils sont très, certains encore plus que d'autres, matamores et arrogants. Et puis après, ils appellent les Américains. Donc, j'entends les critiques. Nous ne sommes pas les toutous des Américains. Mais il se trouve que ce sont nos alliés et nous sommes leurs alliés. Et c'est mieux que d'affirmer la nécessité de faire quelque chose de solitaire, d'européen? J'aimerais bien qu'il y ait une démarche européenne. Malheureusement, il n'y a pas de défense européenne. Et c'est ça qui nous manque depuis 20 ans, enfin depuis plus que ça. Tant qu'il n'y aura pas de défense européenne, il n'y aura pas de politique vraiment indépendante. Alors, il y a en tout cas, vous l'avez fait observer tout à l'heure, cette unité nationale devant ces menaces. Il y a eu une manifestation de musulmans de France. À Londres, il y a eu ces gens qui défilaient sous le slogan « Not in our name », pas en notre nom. Et à Paris, il y a aussi des manifestations qui sont importantes depuis quelque temps. Est-ce que c'est à la mesure des périls? Rien n'est à la mesure des périls, sauf un autre péril. Mais c'est bien.
C'est bien que ça commence. J'aimerais que ces manifestations aient plus d'ampleur, bien sûr, mais ça commence. Je crois qu'il y a une manifestation encore cet après-midi. Et écoutez, nous étions tous consternés par le mutisme des musulmans que l'on appelle modérés et qui sont évidemment l'immense majorité des musulmans du monde. Alors maintenant, ils se réveillent, ils se rendent compte du grand danger qu'ils courent eux-mêmes. Encore une fois, c'est eux qui meurent en ce moment. Ce sont des musulmans qui tuent les musulmans. Je n'ai pas à juger. Moi, je suis complètement athée. Pardon, hein, ça arrive. J'aimerais bien qu'on tienne compte des athées aussi. Ah bon, je m'adresse, bon d'accord. Non, Vous avez fait quand même un livre avec un religieux. Hein. Ah oui, d'accord. Nobody's perfect. Voilà. Alors, non, le fait est que le conflit entre les sunnites et les chiites, c'est quand même une des grandes, comment dirais-je, il faut être doux, permanente surprise, puisque ça dure depuis 1400 ans. Tout ça pour la descendance de Mahomet, enfin pour le pouvoir après Mahomet. Peut-être pourrait-on considérer que ça ne vaut pas vraiment le coup. Hein ? Eh ben non, ils s'assassinent. Donc ce sont les musulmans qui tuent des musulmans, ce sont des musulmans qui meurent sous les coups des musulmans. Dès qu'on n'est pas d'un iota complètement en accord, dès que ce iota diffère de la pensée, l'absence de pensée barbare, la pensée des bouchers de l'État islamique, on est assassiné. Daesh, on dit Daesh on peut dire, non, on dit Daesh, ça fait très longtemps qu'on dit Daesh. Vous savez, moi je suis un ami des Kurdes. Et Daesh, j'en entends parler depuis des années et des années. Oui, Daesh, eh bien voilà. Donc c'est ça, il faut se rendre compte que les premières victimes sont des musulmans. Alors ils nous ont promis de frapper, ce qui est tout à fait probable, mais ça n'arrêtera pas le mouvement. Et je crois que le mouvement, comment dirais-je, nécessaire, le seul capable de venir à bout hors des frappes aériennes, c'est un mouvement musulman. Bon, viendra-t-il tout de suite? Devra-t-on les aider? Oui, j'en sais rien. Alors, il y a cette montée du djihadisme, il y a aussi cette montée de l'antisémitisme en France, et vous dites quand même, vous allez loin, hein, vous dites, je crois que nous assistons en Europe à un retour de ce que nous pensions inimaginable et que nos pères avaient connu dans l'avant-guerre. Absolument. J'ai jamais pensé une seconde que l'antisémitisme était sui generis et que ça venait d'intervenir maintenant. La France a toujours eu fort fond, une base solide. C'est quand même en France qu'il y a eu l'affaire Dreyfus, qui a divisé la France en deux. On fait semblant d'oublier, c'est de l'histoire. Mais non, l'antisémitisme en France existe, hélas, il existe. Et donc, il se réveille maintenant sous des prétextes, qui n'en sont pas toujours, mais sous des comment dirais-je, des influences et des mouvements qui lui permettent de se réveiller. Et en particulier, c'est vrai, ce qui s'est passé au Moyen-Orient et à Gaza. En particulier, c'est pas la peine de se le dissimuler. Mais ça n'a pas été créé par ce qui s'est passé. Ça existait déjà et se manifestait souvent. Alors quand je dis... Il y a eu un reportage, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, un reportage sur Sarcelles, sur France 2, où Sarcelles, où des émeutes ont ravagé le centre de la ville, des émeutes qui prenaient les Juifs pour cible, et oui, pour des raisons très, très précises qui n'avaient parfois rien à voir. En tout cas, les gens qu'ils ont interrogés disaient, oui, là-bas, de l'autre côté, c'est des Juifs qui ont tout, qui ont des appartements, etc. Ça n'avait strictement rien à voir avec Gaza. Et il y a aujourd'hui encore une ambiance de terreur dans cette ville. Et quelqu'un disait un peu ce que vous dites dans le reportage, on se serait cru, il parlait des émeutes de cet été, on se serait cru en 39-45. Ben oui, c'est ce que je dis. Et en 39-45, bien sûr, c'était presque l'apogée, mais dans les années 30, il ne faisait pas bon d'être juif au quartier latin. D'abord, il ne faisait pas bon, enfin, je veux dire qu'il y avait un numerus clausus dans la tête des gens, et peut-être même dans leur cœur, qui faisait que c'était difficile. Tout ça, encore une fois, n'est pas nouveau. Ça se réveille, il faut lutter contre, n'acceptons pas cela, mais ne faisons pas les étonner. Et quand François Pupponi parle de la crise économique, de la dérive sociale, ça joue un rôle. Est-ce que ça joue un rôle, mais est-ce que ça suffit à expliquer? Non. Mais vous ne savez pas que les hommes sont des salauds? Vous ne savez pas ces choses-là. Mais moi, j'ai fait toutes les guerres depuis 45 ans ou 50. J'ai vu tout ça tout le temps. La barbarie est au coin de la rue.
Alors, ça dépend des circonstances, bien entendu. Je ne veux pas gommer toutes les raisons ou les prétextes que vous venez d'évoquer. Ça existe, ça alimente le feu. Vous savez, l'antisémitisme, c'est la science des imbéciles. Et les juifs sont souvent les sentinelles des droits de l'homme. À tort ou à raison, ça dépend. Mais ces sentinelles sont les premières attaquées. Ça veut dire qu'il faut être non seulement vigilant, mais proposer, je dis ça avec prudence. Je pense que s'il y avait un État palestinien, ce que depuis 1975 je clame et tente d'influer en faveur d'eux, ça serait un peu mieux. On aurait une occasion de se réjouir et peut-être même de faire pendant à toutes ces violences qui sont autour de la Palestine et d'Israël. Voilà. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que l'islamisme à Gaza, parce que vous en parlez beaucoup dans le livre, est-ce que l'islamisme à Gaza et l'islamisme du Daesh, ça n'est pas la même chose ? Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, mais pour les victimes, évidemment, c'est pareil. Bon, non, c'est pas la même chose. Je pense que la politique qui consiste à ne pas voir... Que c'est pas une question de degré. Ils n'ont pas encore décapité à Gaza. Mais enfin, ils ont non, ils ont un objectif politique. Et tué 3 gosses. Oui, d'accord, et nous, on en a tué 2000, allons. Non, on ne peut pas dire ça. Oui, bien sûr, bon. Bien sûr, ils ont tué 3 gosses. Oui, d'accord, et nous ? Et dans l'antifada, combien ? Enfin, quand je dis nous... Attendez, vous êtes bien placé pour savoir ce que c'est que... C'est pas des gosses qui étaient visés à Gaza. Il y avait... je veux dire... Que vous soyez Est-ce que fait aujourd'hui, quand il y a des bombardements en Irak, que ce soit des bombardements américains ou français, il n'y a pas des civils, il n'y a pas des enfants ? Probablement, il y en a, il ne faut pas se faire d'illusions. Théoriquement, les cibles en ce moment sont des cibles très précises du point de vue militaire. Enfin, bien sûr qu'il y en aura aussi, mais je déteste. Mais vous ne me faites pas de moi un partisan de la guerre. J'ai lutté toute ma vie pour la paix. J'ai d'ailleurs été fort, soutenu pour ça. Mais c'est comme ça. Arrêtons, c'est un problème politique. Il y avait un camp de la paix en Israël que je ne vois plus beaucoup maintenant. Bon, il y avait un but terriblement simple. Il fallait un État palestinien à côté de la légitimité absolue de l'État d'Israël. Bon, tant qu'on n'aura pas ça, on aura des conflits. Mais dépêchons-nous. Parce que vous parliez de Mahmoud Abbas et des mots, je n'ai pas lu son discours, mais probablement a-t-il été excessif. Bon, mais c'est notre interlocuteur. Nous avons la diplomatie française, par exemple, mais les ONG aussi ont été mêlées à cette exigence de notre part, mais à cette possibilité politique que tout le monde soutenait, l'existence d'un État palestinien. Tant qu'on ne fera pas ça, on risquera encore plus. Alors que des gens excessifs et intolérables, comme le Hamas, s'en servent, c'est pas étonnant, n'est-ce pas ? Et ils ont eu tort, et bien entendu, à chaque fois... Il faut dire que cette guerre a été imposée par l'envoi des missiles, enfin des bombes sur Israël, bien entendu. Mais regardez le résultat. Cette guerre n'a servi à rien. On est exactement devant le même problème. Je reviens aux manifestations d'antisémitisme en France. Dans ce même reportage auquel je faisais allusion, votre ami Bernard-Henri Lévy, qui est interrogé, disait la différence avec 39-45, c'est que la République est solide. Vous êtes d'accord avec ça ? Quelle République ? La République française. Quand on parle de la République, on ne s'imagine pas qu'il y en a 140 dans le monde. Un jour, c'est toujours la française. Arrêtons d'être prétentieux. Oui, la République est solide, bien sûr. Mais enfin, vous savez, les républiques solides vacillent parfois. Non, mais je ne dis pas ça pour la France maintenant. La République est solide et je me suis réjoui, il y a quelques minutes, de l'unité nationale, gauche et droite, pour participer à la chute nécessaire des extrémistes inacceptables. Vous dites que vous êtes contre le clivage gauche-droite qui est dépassé. Mais... Il est dépassé, enfin vous le dites. Ça dépend sur quoi. Mais en même temps, vous dites, je suis un homme de gauche. Bah écoutez, oui, j'ai toujours, c'est vrai, rien d'étonnant, toute ma vie a été à gauche. J'ai jamais, je l'ai déjà dit, voté à droite. C'est comme ça, je suis de gauche parce que je pensais,
Mais c'est la gauche qui a changé, pas moi. Moi, je pense que c'est une générosité supplémentaire. Je suis pas sûr. Après tout, il y a des gens de droite qui sont complètement généreux. Je pensais que c'était une garantie par rapport au peuple en développement. Je pensais que pour les malheureux, il y en a encore 800 millions quand même qui mangent pas tous les jours, au contraire, qui cherchent leur nourriture à partir du matin. C'était plus, comment dirais-je, inventif. Je continue à penser ça. Mais parfois je doute. Vous le dites au lendemain d'une émission, pour quiconque a regardé un peu... Monsieur, je ne regarde pas mes émissions à moi. Non, mais je veux dire, bon, pour un homme de gauche, vous avez été singulièrement malmené par des gens qui s'affirment à gauche. Qui c'est les gens qui s'affirment à gauche? Bon, enfin, des histrions. Monsieur Caron. Bon, enfin, écoutez, si c'est ça la gauche, j'en suis pas. Bon, enfin, vous plaisantez, c'est pas ça la gauche. Non, ça c'est... Beaucoup d'auditeurs doivent boire du petit lait en vous entendant. Bon, enfin, écoutez, vous ne pensiez pas une seconde que ce garçon, qui fait profession méchant, et qui fait que lire Facebook, était en quoi que ce soit un homme de gauche. Quoi, il est de gauche parce qu'il est végétarien? Bah dites donc, ça fait pas lourd. Non, attendez, c'est de la plaisanterie, ça. J'en veux pas, d'ailleurs, il est payé pour ça. Bon. Vous êtes toujours de gauche, vous êtes resté socialiste? Bah écoutez, ça veut dire quoi? J'ai été viré du Parti Socialiste, mais je suis viré de partout, moi. C'est pour ça qu'il s'agit de deux dissidents, hein, Michnik et moi. Nous n'avons pas fait la carrière que nous aurions pu faire dans les milieux politiques. Bah, lui, pas du tout, sauf qu'il a été député d'ailleurs. Mais voilà, il a fait le plus grand journal de l'après-mur de Berlin en Europe, Gazeta, qui continue à tirer 450 000 exemplaires quand même. Hein. Regardez les autres, regardez-nous. Et donc, oui, moi je considère qu'il y a des pensées... Enfin, je ne suis pas un homme de parti du tout. Maintenant, je suis très ami avec mes amis socialistes. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas des amis à droite, voyons. Vous avez quitté Nicolas Sarkozy sur un discours très, très précis et une ligne politique très précise. Qu'est-ce que vous avez pensé de son retour sur la scène politique? Rien. Je n'ai pas vu. J'étais pas là, je n'ai pas vu, je suis désolé, je ne peux pas en penser. Je ne vais pas vous dire ce que... Je savais bien sûr qu'il allait revenir, mais je n'ai pas entendu ces mots, je ne l'ai pas vu. Alors donc je mentirais et je serais... Mais vous êtes au courant qu'il est candidat à la présidence de l'UMP? Je suis même au courant, je peux vous le dire d'avance, qu'il soit candidat à la présidence de la République. Oui, ça c'était clair, il le ferait. Bon, ben voilà, c'est tout, mais je ne peux pas commenter quelque chose que je n'ai pas vu ni entendu. Vous-même, d'ailleurs, vous avez été, vous le rappelez dans le livre, vous avez été candidat... Enfin, vous avez... j'ai eu tort de ne pas continuer. Voilà. Ah bon? Bah, écoutez, je pense que je n'aurais pas fait pire que certains. Sûrement. Ah bah alors, vous voyez, on est d'accord, il fallait faire un parti. Bon, mais je ne suis pas un homme de parti. Voilà. Et en France, il y a profession politique. Si vous êtes dans la politique, il faut être professionnel. Moi, je n'ai jamais été un professionnel de la politique. À tort ou à raison, hein. Vous êtes Bernard Kouchner, fondateur de Médecins sans frontières. Et à ce titre, d'ailleurs, prix Nobel, vous avez enfin, il y a mon nom, et le seul dans l'attribution du prix Nobel à Médecins sans frontières. Mais enfin, c'est la valeur de Médecins sans frontières dont je salue le courage en ce moment, car ce sont les seuls qui sont aux côtés des victimes du Ebola. Dans les trois pays, Sierra Leone, Libéria et Guinée. Bravo, très fier je suis d'avoir fondé ça. Et je suis très fier pour eux, d'eux, les volontaires. Alors, l'épidémie d'Ebola a franchi, on l'apprend ce matin, le cap des 3000 morts, le virus ayant tué près de la moitié des 6500 personnes infectées. C'est le dernier bilan de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Est-ce que c'est devenu une menace mondiale? Oui, pas forcément pour nous, je veux dire, il ne faut pas exagérer, mais ça doit être une démarche mondiale, un refus mondial, un combat mondial. C'est comme pour le sida, on a stigmatisé les premiers qui étaient atteints de cette maladie, le VIH-Sida, on a trouvé des raisons complètement racistes. Je dis que c'est très semblable avec le Ebola. Après tout, c'était des Africains qui mouraient loin dans leur pays et après tout dans la forêt, etc., etc. Non, c'est une menace mondiale et de toute façon, dans la globalisation
que l'on connaît. Et je ne parle pas de la globalisation seulement du football, qui paraît la seule réussite exemplaire, n'est-ce pas? Tout le monde sait ce que c'est, le nom des footballeurs, on a un ballon, blablabla. Bon, mais là, il faut une réponse mondiale à une maladie de ce type. Et il faut non seulement que la recherche continue, qu'elle soit évidemment financée, mais aussi, puisque vous dites qu'une moitié sur deux, il faut pouvoir traiter. Ce sont des malades, ce ne sont pas des délinquants. Et on ne leur envoie pas l'armée. L'armée, là, on l'envoie, et c'est très bien, la France envoie un hôpital militaire, j'en suis absolument content, et j'ai été très en faveur de cela. Mais non, ce sont des gens qu'il faut traiter, et s'il y a au moins la moitié des personnes atteintes qui sont sauvées, c'est parce qu'on les traite au plus tôt. Il faut pouvoir les traiter au plus tôt. C'est pas simple. Il faut combattre ce qu'on appelle des cultures, et qui sont parfois un obstacle à l'abord des malades, et en particulier des enfants. Mais il faut le faire. Donc c'est un sujet mondial, il faut une réponse mondiale.